va attaquer tout de suite la chronique. C'est mon pognon, rien à cirer. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Et la chronique hebdomadaire de Philippe Spanghero, autour cette fois-ci de cette question-là, internationaux et top 14, faut-il repenser le système? Pourquoi on vous pose cette question et on se la pose nous aussi ce soir sur Sud Radio? Parce qu'on est parti du constat de Gaël Fickou. Le Stade Français Paris estimait qu'il payait un joueur, certes ultra talentueux, mais trop cher pour le nombre de matchs qu'il pouvait jouer avec le Stade Français Paris durant la saison, parce que énormément mobilisé par l'équipe de France. Cette saison, par exemple, Gaël Fickou, c'est 8 matchs de top 14 sur les 21 journées. La saison dernière, c'était 5 matchs seulement de top 14. Cette année, le joueur du Stade Français Paris a fait 8 matchs, donc je le disais, en top 14 et 7 en équipe de France. Pourtant, il est payé par le Stade Français Paris. Et ça soulève du coup une question. Philippe Spanghero, faut-il repenser le système ? Et d'abord, est-ce qu'on peut faire le constat d'un ratio temps de jeu salaire qui est absolument astronomique à gérer pour les clubs de top 14 ? Il est le ratio, quand on parle de Gaël Fickou, il est catastrophique. Alors il y a deux paramètres à tempérer. D'abord, même si Gaël Fickou était pas le joueur qu'il est aujourd'hui au moment où le Stade Français l'a recruté, puisque la paire de centre en équipe de France était plutôt Fofana et Doumerou, Gaël avait un peu de mal à s'installer. Le Stade Français savait très bien qu'il était sur les tablettes de l'équipe de France et qu'il serait régulièrement appelé. Donc il fallait anticiper aussi ce sujet-là, et de toute façon le salaire proposé, ça coïncide avec l'arrivée du milliardaire Wild au Stade Français, qui voulait taper très fort mais était déraisonnable. Donc le ratio est forcément mauvais. Ça, c'est pour parler de Gaël Fickou. Après, de façon générale, est-ce qu'il faut repenser le système ? Je pense que oui. On est le championnat du monde qui a le plus de moyens financiers et le plus de difficultés de relations entre la Ligue qui gère les clubs professionnels et la fédération. Les clubs du Sud n'ont pas ce problème puisqu'ils sont organisés sous forme de province et c'est la fédération qui a la main sur les joueurs, qui paie le salaire des joueurs internationaux. Donc tout ça est fait en bonne entente, donc il n'y a pas de tension entre les clubs où les joueurs jouent et leur fédération quand ils sont en équipe nationale. En Angleterre, ils ont connu le problème qu'on connaît nous aujourd'hui, mais la fédération anglaise étant très riche, ils ont réglé ce problème en défrayant les clubs à hauteur du préjudice qu'ils pouvaient avoir en laissant à disposition des joueurs à l'équipe nationale. Et la difficulté qu'on rencontre nous en France aujourd'hui, c'est que la fédération, jusqu'à l'arrivée de CVC, on va voir maintenant avec la manne financière qui est en train d'arriver, mais jusqu'à l'arrivée de CVC avait des finances assez tendues, et aujourd'hui les salaires des joueurs internationaux ayant explosé, la Fédé n'a pas les moyens de défrayer en indemnité journalière les clubs à hauteur du préjudice. Et il y a un dernier problème pour moi, qui est la règle à appliquer aux joueurs, pour la capacité que peuvent avoir certains clubs à aller recruter plus facilement en cours de saison quand ils ont beaucoup de joueurs sollicités en équipe de France, ou éventuellement réguler la notion de GIF. Et tu vois, je parlais d'un ratio temps de jeu en top 14 et salaire qui était astronomique. Je disais donc Gaël Fickou, 8 matchs. Antoine Dupont, il a quand même fait 11 matchs avec le Stade Toulousain sur 20. Ce qui reste plutôt correct. Grégory Aldrit, c'est 8 matchs de top 14. Charles Olivon, c'est 9 matchs de top 14. Brice Dulin, c'est 10. Bernard Leroux, c'est 6. On a entre 30 et 50%, on va dire, de participation de matchs de top 14 pour ces joueurs-là, avec 100% de salaire pour les clubs du top 14. Du coup, moi, je te pose une question, Philippe. On sait que c'est un gain d'image peut-être non négligeable d'avoir des internationaux dans son équipe, mais est-ce que c'est suffisant, au regard de ces déficits, de ce côté financier qui n'est pas forcément très positif? Et puis, est-ce qu'ils apportent vraiment une plus-value sportive, peut-être pour les phases finales surtout? En réalité, donc, ils sont pas à la charge quand même à 100% du club, parce qu'il y a ce fonctionnement d'indemnité journalière qui est pas neutre. On parle de plusieurs centaines, quasiment un millier d'euros par jour. Donc c'est quand même une absorption
importante du coût du joueur quand il est en équipe de France. Mais ça encore, c'est une règle un peu particulière puisque ces indemnités, elles sont captées par la Ligue, qui les redescend au club en gardant une partie de cette somme pour le fonctionnement du rugby professionnel français, toujours dans la vision de la Ligue de redistribuer les richesses de façon raisonnée. Oui, mais du coup, le club qui paye 60 000 € Gaël Fickou, en l'occurrence le Stade Français Paris, a très peu de retour, quoi, finalement. Bien sûr, mais là, on revient pour moi à une erreur de jugement quant au montant. Mais après, pour répondre à ta question, c'est pas, je trouve que c'est difficile de généraliser. Julien peut en parler, mais quand je vois par exemple le match d'un Dupont ou d'un Marchand en quart de finale de Coupe d'Europe il y a quelques semaines avec le Stade Toulousain après une campagne internationale éprouvante, qu'on voit le niveau de jeu de ces joueurs-là, je pense que si on pose la question au Stade Toulousain de savoir si ça a un intérêt d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif, la question est vite réglée. Bien sûr que ça a du sens et que c'est des joueurs qui sont de vrais impacts. Elle est vite répondue, la question. Ouais. La question elle est vite répondue, mais c'est vrai que Gaël Fickou a joué dans une équipe du Stade Français souvent en difficulté sportive et n'a pas pesé. Alors qu'on lui demandait de leader l'équipe, de diriger l'équipe, clairement. Et oui, mais alors sur le papier, c'est ok, ça s'entend. Mais la réalité, après, voilà, il y a le côté aussi du joueur, l'humain. On lui demande de faire ça, mais est-ce qu'il a les capacités? Est-ce que c'est un joueur à tempérament à faire ça? Et il n'a jamais été capitaine d'une équipe. Exactement. C'est pas un leader de vestiaire. Il faut le laisser avec son talent. Julien, un joueur qui est mobilisé autant par l'équipe de France, est-ce qu'il pense vraiment au club au quotidien? Comment il est intégré dans un effectif? Toi, tu as vécu ça, tu as été international. Je suis d'accord avec toi, Alexandre. Réguliers. Là, on parle de Gaël Fickou parce qu'il s'en va au Racing et que c'est. Oui, mais il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Mais il est seul. Danti était sélectionné de temps en temps. Mais quand tu es des clubs comme Toulouse où tu en as 5, 6, est-ce qu'ils disent moi je n'utilise que 50% de toute la saison, alors je vais les virer parce qu'ils me coûtent un bras les 5. Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. Après, il y a la polémique, bien sûr. Dupont, les dernières, il a fait 52 minutes en top 14. Voilà, donc. Oui, mais le Stade Toulousain, ça n'est pas plein. Le Stade Toulousain, ça n'est pas plein. Exactement. Et en plus, ils ont plusieurs joueurs et que là, il y en a pas non plus une pléiade au Stade français que tu as pas pendant ta saison. C'est ça qui, dans la saison, j'ai vu là, une stat, c'est 42 joueurs, je crois, qui ont quitté en cours de saison leur club top 14. Par prêt, par joker médicaux, parce qu'ils ne jouaient pas, ou soit parce que c'était les internationaux, ou le cas Fickou. Et pour terminer sur... C'est pareil pour tout le monde. Ce que ça révèle, cette situation, et ce à quoi il faut être très vigilant, c'est qu'il y a aussi le rôle des agents qui vont peut-être, au milieu des contrats, avoir une nouvelle source de revenus avec les négociations de revente. Parce qu'aujourd'hui, les jours qui se passent donnent raison un peu à Gaël Fickou. Moi, j'étais malheureux parce que je crois que c'est un garçon plutôt intègre, qui a jamais été un tricheur, qui a joué le rôle qu'il avait à jouer dans le vestiaire et sur le terrain. Et là, il passe pour celui qui abandonne un club, un vestiaire à mi-saison. Bon, la réalité, c'est que quand même, il a appris que dans son dos, son club avait mandaté un agent pour le revendre. C'est quand même très particulier. Ce joueur, s'il a un projet de vie dans sa ville, en l'occurrence, il va au Racing, c'est à côté. Mais si demain il apprend que son président veut le vendre en Angleterre sans lui demander son avis, c'est quand même assez particulier. Bien sûr, non, donc, mais pour ne pas parler que quand même du cas de Gaël Fickou, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour en France, on ait un modèle peut-être à l'irlandaise, à la néo-zélandaise, à la galloise? Les Anglais, j'ai l'impression que c'est un peu différent, hein, Philippe, on va faire court là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais quand je parle de modèle, c'est-à-dire ce sont parfois les fédérations qui payent une grosse partie du salaire des joueurs pour les garder à domicile. On pense notamment, par exemple, à Loon Jones qui a re-signé une saison de plus avec la fédération galloise, donc avec les Ospreys. Le problème, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une bulle dans notre championnat. C'est-à-dire qu'on parle d'un salaire à 70 000 € à Gaël Fickou. La fédération française, même avec une richesse beaucoup plus importante que ce qu'elle a en capacité aujourd'hui, serait incapable d'assurer des niveaux de salaire comme ça. Donc, les joueurs, ils restent dans ces pays-là
parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance au maillot, ils veulent continuer à être internationaux, mais ils ont des niveaux de salaire qui n'ont rien à voir. La problématique, c'est que ces joueurs français qui se sont habitués à ces niveaux de salaire, la fédération ne pourra pas maintenir 30 joueurs à ces niveaux de salaire sous contrat. Donc, il faut peut-être trouver le bon modèle d'entente entre la Ligue et la fédération pour que les clubs aient l'impression d'être dédommagés à hauteur du préjudice qu'ils ont. Pourquoi pas une somme fixe, tu vois, si par exemple le capitaine Charles Olivon, pourquoi la Fédération française de rugby ne dit pas au RCT, ben voilà, on va payer 10 000 euros de son salaire par mois, puisque comme ça, comme on va faire appel à lui s'il n'est pas blessé de façon systématique vu que c'est le capitaine, est-ce qu'il ne faut pas payer 10 000 euros de son salaire? Non, en effet, je pense qu'il faut des règles par contre beaucoup plus souples pour les clubs qui sont pénalisés des deux côtés. C'est éventuellement un barème d'allègement du salary cap concernant les joueurs internationaux, éventuellement une facilité pour recruter des joueurs en cours de saison pour pallier à des absences d'internationaux ou des blessures d'internationaux. Ça oui, je crois qu'il faut que les clubs se sentent moins lésés parce que c'est complètement antinomique de donner aux clubs l'envie d'investir sur la formation, parce que la finalité, si tu investis dans la formation, c'est pour créer de grands joueurs qui potentiellement vont enrichir l'équipe de France. Et si au moment où ils viennent enrichir l'équipe de France, c'est le club qui est pénalisé complètement, ils n'ont plus aucun intérêt au départ à investir sur la formation. Eh bien voilà, c'est clair. Pas de question du juge du 34 qui a bien participé. Non, j'ai participé oui, la question. C'était un petit mercato d'hiver aussi, ça peut être une solution. Oui, c'est vrai, je t'en parle souvent. Au lieu de faire semblant des jokers médicaux et des ci et des mi. Et on n'a pas fini d'aborder ce sujet qui est passionnant. La seconde période va commencer dans un instant. Tu maintiens donc, vous avez tous les deux dit Biarritz, au Biarritz face à Aurillac, nos pronostiqueurs dans la sauce. Évidemment, on est ensemble je suis touché par la grâce en ce moment, je sais. depuis 2 week-ends. On est ensemble jusqu'à 23h, évidemment. On suivra cette seconde période qui va commencer. Par la grâce ou le gras du cassoulet? Ouais, les deux. On fera le bilan de la course au maintien. Okay, ça avait bien démarré, mais vous devenez désagréable. Je vais raccrocher. On va faire le conseil de classe Pro D2 ensuite, et puis on fera les pronos Sud Radio avec le pronostiqueur fou Philippe Spanghero, touché par la grâce, qui ne donne pourtant pas les numéros du loto. Et ça pas encore. Ah bah oui, ça nous arrange pas. Le nez creux. Ah bah oui, le nez creux, le nez fin. Mais voilà, Philippe Spanghero devint intermittent. Voilà.